Sophie, à Alors, toi. bonjour à tous. Donc, dans notre, on va dire, dans les règles de fonctionnement, ce que je vous propose, pour ceux qui sont OK de garder la caméra, c'est plus agréable. Voilà, après, de toute façon, je ne peux pas voir tout le monde, hein, donc sentez-vous très à l'aise si c'est pas voilà, si c'est pas pratique pour vous. Si vous souhaitiez, enfin, on va dire que pour se couper la parole, pour pouvoir prendre la parole plutôt, pardon, n'hésitez pas à me couper la parole, hein, et puis, vous pouvez écrire dans le chat quand vous avez une question. Normalement, il est bien ouvert sur mon écran. C'est parce que c'est pas toujours très facile de voir l'écran du chat, voir le PowerPoint qui passe et vos galeries de photos. Donc, si vous écrivez une question ou une demande et que vous voyez que ça ne fonctionne pas comme il faudrait, n'hésitez pas à me couper la parole. Hein, sinon, on coupe les micros parce que c'est plus agréable pour ne pas avoir de petits bruits. Mais voilà, sentez-vous très à l'aise, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, on va commencer. On est combien? 21 pour l'instant. On va commencer. Les derniers vont se connecter ou pas. Donc, bienvenue à cette web conférence, ce webinaire sur le développer une communication authentique et constructive. L'idée de ce webinaire, c'est d'essayer de voir comment on peut chacun améliorer notre communication avec l'autre pour être plus en relation avec l'autre et surtout pour qu'il y ait plus d'efficacité derrière. Alors, rapidement, je me présente. Je suis coach certifié depuis 10 ans en coaching. Je suis certifiée en coaching depuis 10 ans et depuis un peu plus de 15 ans dans l'accompagnement. Et globalement, il y a deux grands axes, coaching individuel et coaching d'équipe ou formation, donc de l'individuel ou du groupe, toujours sur des thématiques qui ont un lien avec la relation. Voilà, alors après, je vous ai remis mon numéro si vous aviez besoin. Évidemment, vous n'hésitez pas à venir me reposer des questions. Si ça soulève des interrogations, si ça soulève des doutes, si ça soulève des choses par rapport, enfin, tout ce qu'on va dire, n'hésitez pas à me renvoyer un message. Si vous avez besoin qu'on rééchange, je suis disponible pour qu'on rééchange, alors pas pendant 3 heures, hein, mais s'il y a besoin, on peut rééchanger facilement un quart d'heure, 20 minutes pour pouvoir approfondir une situation ou éclaircir quelque chose que vous n'auriez peut-être pas saisi comme moi je voulais le dire. Voilà. Avant de continuer, 2-3 petites choses par rapport à ces sujets-là, savoir que il n'y a pas de vérité absolue sur tout ce que je vais vous dire. Donc, on a le droit de ne pas penser tout à fait de la même manière, évidemment. C'est une approche très imprégnée de la communication non violente. Voilà. L'idée, c'est pas de rentrer, donc là, en l'occurrence, comme c'est une conférence, on va pas le faire, mais c'est pas de rentrer dans des débats, c'est plutôt de se dire, donc je vous invite à être plutôt dans une ouverture et de se dire, bah, tiens, qu'est-ce que tout ce qui est dit là, qu'est-ce que ça m'apporte, en quoi ça peut me faire grandir sur tel ou tel point de blocage que je pourrais avoir, ou comment ça ouvre le champ des possibles, ou comment ça peut me permettre d'avancer dans mon quotidien. Vous avez évidemment bien le droit de ne pas tout prendre, de ne pas être en accord avec tout. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce que la communication constructive, authentique, qui est très imprégnée, donc ce que je vous disais, de la CNV. Alors, attendez, excusez-moi, je bouge un petit. Voilà. C'est de se dire que évidemment, on est dans cette communication régulièrement dans notre quotidien. Notre difficulté, c'est quand on va être sur une relation où on va être un peu touché, d'accord? Du coup, dans ces cas-là, on va avoir du mal à bien s'accueillir et être dans une intention positive, que ce soit de l'autre, mais même parfois de soi-même. Alors, on est des êtres de relation, hein, et on ne peut pas vivre sans, ce qui n'enlève rien à la difficulté de la relation. Vous allez voir que tout ce qu'on va échanger là
ensemble aujourd'hui, a beaucoup de liens avec la relation. Ce n'est pas de la communication pure, même si on va regarder 2-3 choses sur la communication de base, on va revenir dessus. Mais l'idée, c'est vraiment comment communiquer dans le sens comment être en relation avec l'autre pour que ma communication soit pertinente, entendue et qu'elle soit efficace. Donc, les difficultés de communication dans la relation, elles vont souvent occasionner des anxiétés, des évitements, des conflits, des tensions. Voilà, on va avoir des conséquences qui peuvent être plus ou moins importantes. Et plus je vais être conscient de ces difficultés rapidement, plus je vais pouvoir les déjouer et il va pouvoir se passer quelque chose. Alors, souvent, c'est sans le vouloir, hein, mais tout ce qui va être quiproquo, non dit, tout ce qui est aussi les généralisations, les incompréhensions, les interprétations, tout ça va venir gêner et générer donc des difficultés dans notre relation. 3 petits préambules qui vous sont proposés. Première chose, on est tous maladroits dans la communication. On a tous des moments où on l'est. Et évidemment, plus je suis touchée, tendue, comment on peut le dire, plus je me sens sous contrainte, hein, plus ma communication va être difficile. Donc, on est tous maladroits, on est tous débutants, hein, et l'idée, c'est de garder que, effectivement, rien n'est jamais acquis, puisqu'à chaque fois, chaque situation est différente et on s'adresse à quelqu'un de différent. Et ensuite, 3e postulat, c'est d'essayer de regarder comment je fonctionne, tout en étant très, comment dirais-je, bienveillant avec soi-même. Plus je vais être conscient de comment je fonctionne et bienveillant avec ça, plus ça va m'aider à pouvoir améliorer et avancer. Alors, hop, hop. Savoir que ce qui va venir nous gêner souvent dans la communication, c'est qu'on met, dans le monde du travail en tout cas, une priorité sur le résultat, une priorité à atteindre notre objectif. Donc, on n'a pas le temps, il faut être efficace, il faut aller rapidement, on n'est pas à l'écoute, on va trop vite, enfin voilà. Et donc, du coup, c'est ce qui va essentiellement gêner notre communication dans la forme. Savoir que, alors ça c'est pour des petits chiffres, on dit que 30% des managers passent leur temps à gérer des conflits et des tensions. Et donc, du coup, ça a un coût assez important pour les entreprises. Petit, alors, excusez-moi, j'ai du mal à bien organiser mon écran pour que ça soit pratique. Voilà. Petite image, pourquoi j'ai peu tout. Voilà. Ah, pardon. C'est pour représenter la relation. Donc, dans la relation, on a 2 pôles. On a, là, en l'occurrence, 2 enfants, d'accord? Ça, c'est les 2 acteurs. Et la relation, c'est ce qu'il y a entre les 2. Donc, l'idée de représenter, c'est bien de se dire, moi, je suis responsable de moi-même dans la relation. L'autre est responsable de lui-même dans la relation. Donc, nous sommes 2 acteurs. Et ce qui va venir jouer entre nous, c'est bien ce fil qui représente la relation. Donc, en fonction de ce que je fais moi, ça va avoir un impact sur l'autre. En revanche, je ne suis pas responsable de la manière dont va réagir l'autre. Et donc, du coup, c'est bien garder à l'esprit que je suis responsable de ce que je vais injecter dans la relation. Je suis responsable de la manière dont je vais réceptionner ce qui a été injecté dans la relation. En revanche, je n'ai pas de part d'action sur l'autre, sur la responsabilité de l'autre. Donc, ça veut dire que comment dirais-je, je ne peux pas changer l'autre,
je ne peux que agir sur la relation qui va peut-être avoir un impact sur l'autre. J'espère que je suis claire. J'ai un peu de mal avec mon écran, du coup, j'ai du mal à bien vous présenter ce que je voudrais vous présenter. Donc, j'espère. Est-ce que quelqu'un peut juste. Est-ce que c'est clair pour vous dans ce que je vous dis? C'est clair pour moi. Merci. Donc, s'exprimer de manière authentique et constructive, c'est bien s'exprimer d'une manière claire. Je dis clairement ce que je veux dire, de manière à ce que ça soit audible pour l'autre. Je le dis en respectant l'autre, ce qui va évidemment augmenter mes chances d'être entendue derrière. Ça veut dire aussi, je reprends pardon cette notion de responsabilité, que quand je parle à l'autre, je parle en je. Pour que ça soit clair et pour que ça soit constructif, il faut bien être sur du je. Et ça, c'est important parce que très souvent, quand on parle, on a cette je le fais là, voilà. On va avoir cette habitude d'être sur le on. Alors, vous connaissez tous cette expression, donc le on est un con. Ça n'empêche que quand on s'exprime, on parle souvent en on. Donc, on va regarder un peu après comment essayer de justement de ne pas rester sur ce on. Pour être clairement entendu, il est important aussi de choisir le bon moment. Le bon moment pour moi et le bon moment pour l'autre. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses que vous connaissez certainement, mais on entend souvent il ne faut pas être dans la réactivité trop forte quand on est agressé, par exemple, par l'autre. Alors, évidemment, tout ce que je vous dis là, on le parle dans le monde professionnel. Je ne parle pas de cas extrêmes d'agression dans la rue. Voilà, hein, c'est une forme de communication, mais on ne parle pas de cette communication-là. Donc, de pouvoir le dire au bon moment pour que ça soit bien dit et que ça soit bien réceptionné. Et ça, c'est important parce qu'on l'oublie très souvent, cette notion du temps, parce qu'on veut aller plus vite. Et du coup, on ne tombe pas sur le bon moment pour l'autre. Si l'autre n'est pas capable de nous entendre, il nous entendra mal et les interprétations seront d'autant plus fortes. Et du coup, nous, on sera énervés, blessés, agacés, enfin, voilà. Quelques freins qu'on a évoqués, hein, les freins rapidement qui nous empêchent d'être authentiques et constructifs. Le temps. Le temps. Je le redis parce qu'on est vraiment dans des mondes d'efficacité avec cette notion de temps énorme. Parfois, en formation, je fais un petit exercice qui est très drôle. Je divise le groupe en deux et le groupe qui reste dans la salle a un crayon dans la main. Ceux qui sortent, la consigne, c'est de leur dire « Vous allez devoir récupérer un crayon le plus rapidement possible, quels qu'en soient les moyens. » Le groupe qui est à l'intérieur, je leur dis, vous avez un crayon dans la main, on va venir vous demander un crayon. Vous ne le donnez que si la demande est polie, agréable et avec du sens. Donc, j'en ai besoin pour faire ça, ou est-ce que je peux l'avoir pour faire ça? Enfin, voilà. Et en fait, ce qui est très amusant, c'est que très rapidement, alors pas tous, hein, évidemment, mais que dans les premières réactions, c'est soit très rapidement c'est de l'agressivité, en fait, de récupérer le crayon, soit c'est de la manipulation, c'est-à-dire que si tu me donnes le crayon très vite, je vais pouvoir gagner le jeu. D'accord? Donc, ce genre de phrase. Ou alors, éventuellement, de la passivité, c'est-à-dire que je demande et puis j'attends de voir ce qui va se passer. Ça, c'est juste pour illustrer, mais juste pour dire que quand on a un objectif, en fait, on est focalisé dessus. Et que dans notre quotidien, dans le monde du travail, on est beaucoup sur des objectifs et ça va nous gêner dans la manière de demander les choses, de parler, d'échanger, de dire les choses. Donc voilà, le temps est un vrai frein ou la pression, hein, le fait de ne pas en avoir, ou la pression du temps est un vrai frein à la communication authentique et constructive. Évidemment, la peur du conflit, le manque de confiance en soi, la peur de déplaire, de blesser, d'être rejeté, on va retomber sur cette notion de peur de conflit et éventuellement la peur de m'emporter.
Donc, je préfère ne rien dire dans la notion de peur de m'emporter. Je préfère ne rien dire plutôt que de dire quelque chose qui pourrait être désagréable et qui va peut-être engendrer une réaction pas très agréable pour l'autre. Et donc, du coup, moi j'ai peur de m'emporter, de dire des choses qui dépassent ma pensée, de ne pas maîtriser ce que je vais dire dans ma réactivité. Globalement, en France, on n'est pas très habitué à dire, on le verra après, hein, mais à dire nos besoins, à faire des demandes. En classe, on ne nous apprend pas ça, hein. On nous dit poser des questions, mais quand on pose une question en général, alors évidemment, là, je fais des généralités, hein. Les enseignants vont dire, ah ben, je l'avais déjà dit, d'accord? Donc, on n'apprend pas à écouter, donc c'est difficile d'apprendre aussi à dire. Les atouts, alors j'en ai mis quelques-uns, mais vous les connaissez plus que tout ce que je viens de mettre, hein, mais globalement, les grands atouts, c'est qu'on va éviter tout ce qui va être tension et conflit. Donc, la relation va être préservée. On va développer, ça c'est important, c'est que plus je vais être authentique et constructive dans ma manière de parler, plus je vais développer la confiance en moi et l'estime de moi. Ça a un vrai lien, hein. Et je vais développer évidemment la confiance en l'autre et la confiance du coup en l'autre avec un grand A, dans les autres, dans la vie, je me rends compte que plus je vais pouvoir dire ce que je pense en le disant bien, faire des demandes, faire des critiques constructives, plus je vais me rendre compte que ça fonctionne. Et donc, du coup, plus je vais être à l'aise pour les faire. Et donc, du coup, ça va me donner confiance dans les autres, dans la vie. Et je vais sortir de oui, c'est toujours pareil, de toute façon, on ne peut jamais rien dire, tout le monde le prend mal. Enfin, bon, ce genre de phrase qu'on pourrait avoir. Alors, pardon, avant d'aller sur ça, Oui. pardon, il y a des questions? C'est bon? Quelques petits rappels dans la communication de façon basique, on va dire. Quand nous n'échangeons pas verbalement, on communique quand même. Hein. Donc, gardez ça à l'esprit. Gardez à l'esprit que notre compréhension d'un message est très, très, très influencée par notre culture, notre expérience, notre vécu, notre état d'esprit du moment. Voilà. Et donc, du coup, ça, c'est quelque chose qu'on entend bien quand on va s'adresser à un Japonais, par exemple, parce que la différence va faire qu'on se dit, tiens, il faut que je fasse très attention dans ma communication parce qu'on ne se comprend pas. En revanche, si je m'adresse à un collègue de bureau que je connais depuis toujours, j'oublie que ces éléments-là font qu'on est différent et qu'on ne va pas interpréter et comprendre les choses de la même manière. En sachant que, alors ça, certainement que certains le connaissaient, mais de bien garder à l'esprit que dans un message, le sens des mots ne correspond qu'à 7% de la compréhension d'un message. 55% correspond au langage du corps et 38% au ton. Ton, la voix et le rythme, voilà. Mais donc, du coup, alors évidemment, ça reste une étude qui a été faite, qui va, en fonction des contextes, légèrement bouger. Mais ce qui est important de retenir, c'est qu'en fait, les mots représentent très, très peu dans la compréhension d'un message. Ça veut dire, juste en petite parenthèse, que quand je communique à l'écrit, eh bien, dans la compréhension de l'autre, il n'a que 7% pour comprendre comme il faut le message. Ça veut dire qu'il a 93% de chance ou de malchance de l'interpréter à côté. On l'a tous vu, alors c'est pour ça que les emojis ont été inventés. Et puis certainement qu'il y aura d'autres choses qui viendront. Mais on l'a tous vu, cette difficulté où on envoie un message, c'est mal interprété, c'est mal compris. Alors évidemment, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas communiquer par écrit, il y a plein de choses qui sont très intéressantes à faire par écrit en termes comment dirais-je,
je vais dire, de transfert d'informations, enfin voilà, d'échange d'informations. Maintenant, attention, dès que je suis sur une relation qui est un petit peu plus compliquée, ou pas compliquée d'ailleurs, enfin je dis compliqué, mais dès que je suis sur de la relation, sur une thématique qui va engendrer quelque chose dans la relation, ben, faire attention, est-ce que l'écrit est un bon canal pour pouvoir communiquer? Si je dis à un collaborateur, je lui demande: «Est-ce que tu peux me faire ça pour ce soir?» En fonction de son état d'esprit, en fonction de la relation qu'il a avec vous, il va plus ou moins bien le prendre. Donc il peut tout à fait l'interpréter en: «Oh trop chouette, il me demande de faire ça, c'est parce qu'il est content de ce que j'ai déjà fait» ou «Je suis content de lui rendre service», d'accord? Donc état d'esprit très positif. Mais ça peut être aussi: «Et ben voilà, c'est encore moi qui dois le faire et pourquoi ça tombe sur moi et c'est toujours sur moi» et enfin bon après il peut y avoir 15 000 interprétations. Donc il a compris l'information, mais peut-être que vous, dans la manière dont vous vouliez le dire, vous vouliez le remercier ou c'est quelque chose de positif que de lui demander de faire ça. Peut-être que c'était une aide, un service, et il ne va pas l'avoir entendu comme ça. Donc voilà, faire très attention à l'écrit. Savoir qu'au téléphone, c'est déjà mieux que l'écrit, puisqu'on récupère les 38%. Maintenant, il n'y a rien de tel que le face-à-face, clairement. Donc, alors je ne vais pas tout à fait dans le sens de certaines choses par rapport au télétravail, hein, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire du télétravail. Ça veut dire que quand on est en échange à distance, évidemment, il y a des choses de possibles, mais à quoi je dois faire attention et que tout ce qui va être message un peu plus sensible et toutes les relations où vous sentez que c'est sensible, voyez-vous, rencontrez-vous, échangez en face à face ou au moins par téléphone. Et dernière petite chose par rapport à ça, pardon, oui, quelqu'un veut intervenir? Oui, Sophie, excusez-moi, juste une petite question. Quel est votre avis sur la visio, justement, dans ce Donc sur la contexte-là? visio, savoir que c'est un peu biaisé parce qu'en fait, on a une image, mais notre cerveau, il n'est pas capable de la décrypter comme en vrai. C'est-à-dire qu'en fait, notre cerveau, il voit, tout d'un coup, il voit une image, donc c'est plutôt agréable parce qu'on aime bien l'image. Maintenant, il nous voit en 2D et donc du coup, tous les canaux de perception pour pouvoir sentir les choses et donc de comprendre avec cette notion de langage du corps, eh ben, il ne l'a pas. Et là où c'est biaisé, c'est qu'il croit qu'il l'a, mais il ne l'a pas. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'avec la visio, c'est mieux que par écrit, hein, ça c'est sûr. C'est plus agréable que le téléphone parce qu'on se voit, mais je ne sais pas si en termes de compréhension, c'est mieux que par le téléphone. Voilà. D'accord, merci. Donc, en tout cas, attention. Maintenant, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire et qu'il y a plein de fois où c'est très pertinent et c'est très pratique parce que ça a d'autres avantages. Mais dans la relation, savoir que non, la relation, elle va être la plus préservée en face à face. Autre petit point toujours sur cette notion de communication. Alors peut-être que vous connaissez cette image. L'idée, c'est de se dire que quand on regarde une situation, on la voit rarement de la même manière. Mais ce n'est pas parce qu'on ne la voit pas de la même manière qu'il y en a un des deux qui a tort. Et ce qu'on dit, alors beaucoup en CNV, hein, donc je crois que c'est Rosenberg qui dit ça, mais c'est lâcher le avoir raison pour qu'il y ait un résultat. C'est-à-dire que quand je vais échanger avec l'autre, si je m'accroche au fait que je dois décrire et j'ai raison de voir un 6, il ne va rien se passer. Maintenant, ça va être de se dire comment je lâche le fait que, OK, on ne voit pas la même chose et j'accepte que de toute façon, on ne voit pas les situations de la même manière. Et à ce moment-là, comment on peut, en revanche, en voyant les choses un peu différemment, comment j'arrive à me déplacer pour comprendre comment l'autre le voit, aider l'autre à venir se déplacer pour qu'il puisse comprendre comment moi je vois la situation, et avec ça, trouver des solutions pour que ça fonctionne. Mais en gardant à l'esprit que faire comprendre à l'autre comment il voit la situation, ça ne veut pas dire le convaincre que j'ai raison de la voir comme ça. D'accord? Donc de garder, on verra ça dans nos clés, mais de bien garder ça à l'esprit, c'est-à-dire que si je cherche à convaincre l'autre, le risque, c'est que je perde. Et le risque, c'est que je perde et puis qu'on perde beaucoup de temps, en tout cas, ça c'est sûr. En revanche, de lui expliquer comment moi je vois les choses
et de dire, OK, et j'entends que toi, tu puisses les voir différemment. Mais ce n'est pas parce que j'entends que tu peux voir les choses différemment que je suis d'accord avec le fait de le voir comme ça. D'accord? Donc, de dissocier, entendre et comprendre qu'on puisse voir les choses différemment ne veut pas dire être d'accord avec l'autre. Et mini parenthèse, dans une structure, j'ai accompagné il n'y a pas très longtemps là, un codir, savoir qu'un codir où tout le monde semble d'accord, ben en fait, c'est la cata. Donc, ne pas être d'accord, c'est chouette. En revanche, vouloir absolument avoir raison, c'est différent. Donc, comment on va pouvoir échanger pour exprimer nos désaccords et en faire quelque chose de constructif et ne pas échanger pour considérer que j'ai raison ou éventuellement que qu'un autre, considérer toujours que l'autre a raison, parce que ça peut arriver aussi d'être dans ce genre de situation. Autre petite image que vous connaissez peut-être. Donc, dans l'idée, c'est de se dire, à votre avis, quel âge a cette personne? Alors, je vous laisse une minute. Je vais vous donner la réponse. Il y a des personnes qui vont dire cette personne a 25 ans ou 20 ans, et d'autres qui vont dire cette personne en a 85. C'est une même image et en fonction de la manière dont on la regarde, on voit une femme âgée ou on voit une femme jeune. Alors, pour essayer de diminuer les frustrations, la femme âgée, vous voyez ma petite flèche qui bouge ou pas du tout? Oui. Oui? Oui, oui. Super. La femme qui est âgée, ça c'est son menton. Là, c'est sa bouche. Là, c'est son nez. D'accord? Et donc, elle a la tête penchée vers l'avant. La personne qui est jeune, là, c'est son cou. C'est un collier. Elle a la tête tournée vers l'intérieur. Ça, c'est son oreille. Et là, c'est son œil. Voilà. Et en fait, une fois qu'on arrive à voir les deux, on peut switcher, hein, mais on ne peut pas voir les deux en même temps. Et c'est toujours dans la même idée de se dire, ben, en fait, on peut regarder la même chose et ne pas voir la même chose. Alors, pas d'interprétation de se dire si je vois une personne jeune, est-ce que ça veut dire que je suis plus jeune ou hein, ça n'a pas de lien. Autre point sur toujours, qui me semble intéressant à bien comprendre comment ça se passe parce que ça va jouer dans notre communication. Dans notre cerveau, on a des faits. Ça, ce sont nos pensées. Enfin, non, il y a des faits, pardon. Et ensuite, on va avoir notre cerveau, il va les interpréter, ces faits. Ça, ce sont nos pensées. Ces pensées, ces interprétations, elles vont amener une émotion chez nous qui va amener un comportement et qui va ramener donc un comportement qui va ramener des faits et ainsi de suite. Là, ça, c'est le schéma de ce qui se passe. C'est de comprendre et d'être conscient de ça et de se dire, je ne peux pas jouer sur l'émotion. Donc, si les faits, au final, m'agacent, ça ne sert à rien de me dire, je ne m'énerve pas, ça ne m'agace pas. D'accord? C'est comme ça. Les émotions, on les ressent. Et l'idée, ça va être, on verra à la fin, mais de les prendre en main, de les comprendre, de les conscientiser pour voir ce qu'on peut en faire et ce que ça veut nous dire. Donc, l'émotion, je ne peux pas jouer. Et très souvent, mon comportement, il est assez réactif. Nous, on a beaucoup appris en France à jouer sur notre comportement, justement. Donc, de ne pas être dans certaines réactivités, de ne pas avoir certains comportements. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas bien en termes d'éducation, hein, mais là, l'idée, c'est de se dire que quand je vais avoir des faits qui vont amener une interprétation, une émotion, je vais vous donner un exemple. L'idée, ça va être de ne pas se dire je ne fais pas ça ou je fais ça, donc de ne pas jouer sur mon comportement et ma réactivité, mais plutôt d'aller chercher d'autres faits ou d'autres interprétations afin de pouvoir changer peut-être cette émotion
et donc du coup d'avoir le comportement adapté. Donc ce n'est pas de maîtriser son comportement pour faire ce qu'il faut soi-disant faire, mais de plutôt d'abord aller chercher d'autres choses pour que mon comportement, que le comportement que je vais avoir soit adapté réellement à la situation. Je m'explique. Qu'est-ce que je pourrais… je vais prendre l'exemple. Il y a Julie qui a envoyé un petit message en disant « Je vais vous quitter, je regarderai le replay. Merci pour tout. » Ça, ce sont les faits. Elle a écrit, elle est partie, elle a quitté et elle a écrit un message dans le chat. Mon interprétation, qui peut être là, je vais prendre des hypothèses d'interprétation. Mon interprétation, c'est elle n'a pas trouvé ça terrible, elle s'arrête. Ça peut être elle n'a pas le temps, elle est trop pressée, c'est un sujet qui ne l'intéresse pas. Voilà. Mon émotion, en fonction de mon interprétation et de mes pensées, va évidemment être liée. D'accord ? Donc là, on peut avoir des émotions. Dans les émotions, on a 4 grandes catégories d'émotions. On va avoir certainement des émotions par rapport aux exemples d'interprétation que je vous ai donnés. Donc des émotions qui vont être du type peur, c'est-à-dire stress, crainte, appréhension. Ça peut être aussi colère, hein, donc tout ce qui va être énervement, agacement. Ça peut être aussi tristesse, déception. D'accord, ça va faire partie de la tristesse. Si je reprends cet exemple-là, dans les interprétations, ça peut m'agacer parce que je peux aussi me dire, bah, dis donc, ça ne se fait pas. D'accord ? Ah oui, alors oui, Christophe, la notion de joie, effectivement, parce que je suis partie sur des interprétations négatives. Donc, effectivement, notre 4e grande émotion, c'est la joie. Donc, ça peut être, bah, chouette, elle peut pas et elle est tellement contente de ce temps-là qu'elle regardera le replay. Voilà, ça, après, il y a d'autres et qui vont engendrer plutôt de la joie, de la satisfaction, de la sérénité, voilà, dans le domaine de la joie. Là, je vous parle effectivement plutôt de comment dirais-je, des émotions qui vont être dites négatives. Alors, on va plutôt le dire dites désagréables, parce qu'elles sont positives dans le sens où elles apportent quelque chose. Et donc, dans ces émotions qui peuvent être de l'appréhension, de la crainte, de l'énervement, de l'agacement, ben, évidemment, mon comportement va changer en fonction de ça. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on décide est lié à nos émotions. Et nos émotions sont liées à nos pensées et aux faits. D'accord ? Donc, voilà, tous nos comportements sont liés à nos émotions. Maintenant, je suis plus ou moins maître de mon comportement. J'ai plus ou moins appris ce que j'avais le droit de faire et pas faire. Et évidemment, dans ma manière de me comporter par rapport à mes émotions, notre impact culturel va être énorme. Mais du coup, de pouvoir juste prendre conscience que l'interprétation que je fais, la pensée qui me vient va engendrer mon émotion. Si mon émotion n'est pas agréable, peut-être que pour avoir le bon comportement adapté, il serait bon de soit venir compléter les faits, soit d'aller chercher une interprétation alternative. Donc, dans notre cas, compléter les faits, ça serait éventuellement, alors là, c'est pas possible, mais ce n'est pas le problème, ça serait éventuellement d'aller demander à Julie, de lui dire, bah, tiens, tu pars, tu pars pourquoi, qu'est-ce qui a fait que tu partais, enfin, d'aller chercher d'autres faits qui vont me donner de l'information et qui vont me permettre d'interpréter au plus juste de ce qui s'est passé. Soit d'aller chercher d'autres interprétations, c'est-à-dire me dire, je suis peut-être dans une interprétation négative et quelles pourraient être les autres interprétations. Et là, ça va faire changer mon émotion. Alors, donc une question de Christophe, comment gérer et dépasser des automatismes qui peuvent venir liés à une personne que l'on connaît depuis un certain temps? Alors évidemment, notre cerveau, il a cette habitude de refaire. Hein, il aime beaucoup la routine, notre cerveau. Et donc, du coup, si avec effectivement une personne, ça n'a jamais été facile, il y a plusieurs choses. Il y a plein de choses qui vont se mettre en place, mais il y a les biais cognitifs qui sont que mon cerveau, il va vérifier qu'il a bien raison de penser ce qu'il pense.
J'ai une collègue, elle dit jamais bonjour, elle n'est pas agréable, la relation n'est pas sympathique, elle est pas, je la considère pas ouverte, ça se passe pas bien, d'accord. Mon cerveau va aller chercher et va repérer toutes les petites choses qui vont conforter le fait que j'ai bien raison de penser qu'elle n'est pas ouverte et qu'elle n'est pas agréable et que ça vient essentiellement de l'autre. Ça, c'est un premier biais. L'autre chose, c'est que effectivement, notre cerveau, comme il aime la routine, il va rapidement s'imprégner et faire des généralités. Donc, elle ne dit jamais bonjour, cette personne. En fait, ça ne va pas être jamais, mais elle dit rarement bonjour et moi, je vais considérer que c'est jamais. D'accord. Et d'ailleurs, peut-être que 2 fois sur 3, elle ne dit pas bonjour et je vais considérer que c'est jamais. Donc, il y a effectivement des automatismes qui se mettent en place très vite. Donc, on voit bien les interprétations. Donc, l'effet, c'est que le matin, vous arrivez. L'effet, c'est qu'elle arrive, elle ne vous dit pas bonjour. L'interprétation par rapport à tout ce que vous pensez, évidemment, mon interprétation, elle va être très ancrée par rapport à ce que je vous disais, par rapport au vécu que j'ai avec cette personne-là. Et donc, du coup, émotion désagréable et mon comportement, il risque d'être moins ouverte avec cette personne-là, moins accueillante, je vais avoir plus de mal à lui dire les choses, je vais moins aller la voir, je vais être moins confiante. Donc, comment faire pour dépasser ces automatismes? Alors, dans tout ce que je vous dis, et puis globalement, l'idée, c'est je prends conscience des choses, de ce qui se passe chez moi. Et 2, je vais essayer ensuite de trouver des petits pas, des petites choses qui vont me permettre petit à petit de recapitaliser sur des choses positives. Donc, dans le cas d'une personne avec qui ça ne se passe pas bien, ça va être peut-être d'aller chercher d'autres faits, d'autres interprétations. Au départ, déjà, de le voir moi différemment. Et ensuite, alors peut-être, après, c'est à vous de choisir, il n'y a pas de vérité absolue là-dessus. Ensuite, ça va être d'aller échanger avec cette personne-là. Ça va être de pouvoir lui dire des choses, ça va être de pouvoir lui faire, ce qu'on va voir tout à l'heure, des demandes et des critiques constructives pour qu'il se passe des choses dans la relation. En revanche, attention, on ne change pas l'autre. Et on va arriver du coup, d'ailleurs, c'est un bon moyen d'arriver sur nos 5 clés. Pour que notre communication soit bonne, première chose, j'accepte le principe de diversité. Oh, merci. J'accepte le fait que l'autre voit la situation différemment. On est différent, on voit les choses différemment. Deuxième clé, j'assois la relation sur le fait qu'on est dans un respect inconditionnel, c'est-à-dire que je respecte l'autre en tant que personne. C'est une personne qui est respectable. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce qu'elle dit. Ça ne veut pas dire que ce qu'elle pense, je trouve ça pas nul. D'accord ? Je peux trouver nul ce qu'elle pense, j'ai le droit. Après, on verra comment lui dire, mais voir si c'est pertinent de le dire d'ailleurs. En revanche, la personne en elle-même, elle a de la valeur. Et plus je vais accorder de la valeur à l'autre, plus indirectement, je vais m'accorder de la valeur à moi-même. Troisième clé, j'ai envie alors soit sortir du conflit si on est dans un conflit, soit en tout cas de détendre la relation, de rendre plus souple la relation. J'ai envie que la relation se passe mieux. Si au fond de moi, de toute façon, je n'ai pas envie, c'est que ce n'est pas le bon moment. Alors, je ne vous dis pas que c'est dans l'idéal, plus je vais avoir des bonnes relations, mieux on va travailler ensemble. Enfin, là, c'est dans le travail, mais en revanche, si aujourd'hui, je ne suis pas prêt à sortir de cette tension, peut-être que ce n'est pas le bon moment. Quatrième clé, je sors de l'illusion que je vais pouvoir changer l'autre. Je n'ai pas de pouvoir sur l'autre, donc ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai un pouvoir sur la relation. Et donc, ce que j'injecte dans la relation, et j'ai un pouvoir sur la manière dont je vis les choses. Et je n'ai pas de pouvoir sur l'autre. J'aimerais qu'il me dise bonjour tous les matins. Je ne peux pas obliger l'autre à me dire bonjour tous les matins. D'accord ? Donc, je n'ai pas de pouvoir là-dessus. J'aimerais qu'il soit plus poli. Parce qu'en plus de ça, je trouve que c'est beaucoup plus poli.
Donc, je n'ai pas de pouvoir là-dessus. En revanche, j'ai un pouvoir sur qu'est-ce que je pourrais peut-être lui dire, qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'on puisse se dire bonjour le matin, et où j'ai un pouvoir sur ma manière de vivre le fait qu'elle ne me dise pas bonjour le matin. Et 5e clé, j'accepte de me remettre en question. J'accepte de peut-être voir les choses différemment. J'accepte que la solution est la baguette magique que j'adorerais, parce que évidemment, pour que ça se passe mieux, il suffirait qu'elle me dise bonjour le matin. Ben, j'accepte que peut-être que ça peut aussi venir de moi et que peut-être que elle me dira jamais bonjour le matin et que c'est pas pour ça que la relation sera pas bonne. Alors, j'ai une petite chose avant. Voilà. Un petit point, un petit aparté sur cette notion qui est souvent très source de tension et de conflit, et quand on mélange tout. Donc, entre autres dans le monde du travail, hein. Mais évidemment, tout ce que je dis, ça fonctionne sur la relation en général. En fait, on mélange souvent faits, ressentis et opinions. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure dans notre schéma, on a des faits qui amènent des interprétations ou des pensées, d'accord, qui va amener une émotion. En gros, c'est ça dit un peu différemment. C'est-à-dire que dans une situation, bien repérer les faits, bien repérer ce que ça me fait, donc la sensation que ça me donne, vous l'appelez comme vous voulez, hein, ressenti, sensation, impression, si vous préférez, voilà, et de dissocier mon avis, mon opinion. Je reprends l'exemple de la personne qui, le matin, ne dit pas bonjour en arrivant dans l'équipe. Ça, ce sont des faits. Mon opinion, ça va être, ça se fait pas, c'est pas poli, qu'est-ce qu'on peut dire, voilà, mon avis, c'est donc mon opinion, mon avis, hein, c'est oui, ça se fait pas, c'est pas poli, c'est irrespectueux, c'est qu'est-ce que je pourrais dire d'autre, c'est pas quelqu'un de motivé, c'est pas quelqu'un d'intégré. Enfin voilà, je vais avoir plein de pensées qui vont venir, hein, toutes mes petites voix qui vont venir avec le c'est pas bien. C'est-à-dire que évidemment, dans mon opinion, il y a du jugement. Notre cerveau, petite parenthèse aussi, notre cerveau, il passe son temps à juger. C'est son job. C'est bien, c'est pas bien, j'y vais pas, c'est dangereux, pas dangereux, c'est positif, pas positif, enfin bon, je dois pas, enfin voilà. Mon cerveau, il passe son temps à faire ça. Donc, l'idée, c'est pas de l'empêcher de le faire, mais c'est de dissocier quand il le fait, je juge une façon de faire, d'accord, et de dissocier le jugement de l'acte du jugement de la personne. Donc, une opinion, j'en aurais. Ce que je veux dire, c'est que par là, quand je faisais cette petite parenthèse, c'était de dire, n'essayez pas de vous dire, oh, c'est pas bien, j'ai un jugement. Non, c'est normal, on a tous des jugements. Ça passe en permanence. On a le droit et c'est juste humain, puisque c'est le job de notre cerveau. En revanche, l'idée, quand c'est sur de la relation et des personnes, eh ben, c'est d'essayer de sortir et d'identifier le fait que je suis sur un jugement, une opinion. C'est pas bien de ne pas dire bonjour, c'est pas poli, c'est pas respectueux. D'accord ? Ça, c'est mon avis. Mon ressenti, c'est que quand elle ne me dit pas bonjour, cette personne-là, qu'est-ce que je ressens ? Ben, je me sens blessée, je me sens à l'écart, je me sens pas reconnue, je me sens mis de côté. Voilà. Je me sens pas respectée. Voilà, ça va être mes ressentis. Mais ça m'appartient. L'idée, du coup, c'est de pouvoir, en dissociant ça, se dire, et quand on va communiquer avec l'autre, on va pouvoir parler des faits, on va pouvoir exprimer, alors avec une forme qui va bien, mais notre ressenti, puisqu'en France, on n'est quand même pas très doué là-dessus, hein, donc on ne va pas dire « ça me blesse quand tu fais ça ». Souvent, en tout cas, c'est plus rare. Si vous y arrivez, c'est super. Mais dans le monde du travail, c'est vrai que ce n'est pas des choses qui sont très, très faciles. Donc, on va voir comment pouvoir le dire. Mais je vais exprimer mon ressenti et donc, du coup, exprimer mon besoin.
Et mon opinion n'a pas d'intérêt dans ces moments-là d'échange. C'est-à-dire que mon opinion, il a un intérêt quand je refais le monde avec des amis ou quand j'échange sur un sujet professionnel d'un projet et je vais donner mon avis. Est-ce qu'il me semble pertinent ou pas pertinent de faire comme ça? Enfin voilà. Mais dans la relation, quand je suis sur une opinion de est-ce qu'il faut faire comme ça ou pas faire comme ça, je le garde pour moi. Parce qu'en fait, plus je vais aller sur l'opinion, plus le risque, c'est d'être dans le conflit et d'augmenter le conflit, puisqu'évidemment, l'autre ne va pas le voir comme ça. Et s'il ne le fait pas, c'est qu'il ne le voit pas comme ça, et il va se renfermer et rester sur ses positions, et moi aussi, et on rentre dans un débat. D'accord? Donc, ça revient à ce qu'on disait pour le 6-9, on ne voit pas les choses de la même manière, et c'est OK. Maintenant, c'est comment je vais aider l'autre à comprendre pourquoi moi, c'est important de voir les choses comme ça et pourquoi c'est peut-être important qu'on se dise bonjour le matin et de voir comment on peut faire pour que du coup, là-dessus, ça soit le fond, hein, soit respecté. D'accord? Est-ce que ça vous parle dans ce que je vous dis? Oui, c'est intéressant. Ça vous paraît clair? Oui, c'est très clair. Merci beaucoup. Merci. Je suis désolée parce que c'est vrai que ce n'est pas très facile d'échanger en face de mon écran. Voilà, moi, je suis plus à l'aise en face à face, hein, clairement. Donc effectivement, voilà, n'hésitez pas s'il y a des choses que vous aimeriez qu'on évoque ou je redise ou que je réexplique. Alors, du coup, pour que notre communication soit bonne, c'est l'idée dans la communication non violente, hein, alors, pardon, je fais peut-être une toute petite parenthèse sur qu'est-ce que la communication non violente. La communication non violente, ça a été mis en exergue, on va dire, par Rosenberg, un Américain, et en Europe, très repris par Thomas d'Azembourg, qui est toujours vivant. Et je vous invite vraiment à soit lire ses livres, soit regarder ses vidéos, voire à faire des formations avec lui. Moi, personnellement, je le trouve extraordinaire. Voilà, et je trouve qu'il faut profiter du fait qu'il soit présent encore. Voilà, donc ça c'est pour la communication non violente. Ce terme a été choisi pour dire que quand je communique de la façon la plus authentique, ça va être constructif. D'accord? Et après, ils ont choisi ce mot-là parce qu'en fait, si je suis agressif, finalement, c'est une forme de violence. Si je suis passive ou manipulateur, c'est également une forme de violence. Et que quand il y a de la violence, l'autre se renferme. Et donc, si on retrouve notre schéma en termes de comportement, comme il se renferme, ben, ça va amener des faits qui vont faire que dans mon interprétation, mon émotion et donc après moi-même, mon comportement, ben, je vais également être certainement fermée ou d'une manière ou d'une autre. Après, soit c'est des escalades d'agressivité, soit c'est l'inverse. Plus l'autre s'énerve, plus je deviens passif ou plus je vais manipuler. Mais on va retrouver de toute façon une relation qui est pas ajustée. Donc voilà, enfin, je vous ai mis sur le PowerPoint deux, trois lectures. Voilà, si ça vous intéresse, il y a évidemment beaucoup de choses qui sont tirées de la communication non violente. Donc, je reviens à nos étapes. Ce qui est très suggéré pour que ma communication soit bonne, c'est de partir d'une observation. Donc, je vais étape 1, je vais identifier. Alors, je me suis trompée parce que ce n'est pas identifier vos pensées, pardon, c'est identifier les faits. Je vais essayer d'observer sans juger. Donc, sans dire c'est bien ou c'est pas bien, d'accord, sans avoir un avis au maximum. Alors, j'en ai un. Hein. Quand je dis sans, c'est pas qu'il vous vient pas, c'est juste de ramener les faits à des faits. Pour être vraiment dans une description objective. Et du coup, être donc, sur des faits. Alors, je vous propose un exemple. On a une personne qui est responsable d'un projet. Et dans l'équipe de ce projet, il y a 4 personnes.
Et puis, donc c'est un projet transversal, donc elle n'a pas de rapport hiérarchique avec les 4 autres. Et on lui demande voilà, de mener, elle est responsable de mener le projet. Elle envoie un mail pour lancer la première réunion. Chaque membre est informé, hein, qui fait partie du projet. Elle envoie un mail pour informer de la réunion et d'une date, elle a décidé d'une date. Et là, il y a une personne, un des 4 membres, qui répond qu'il ne sera pas présent à la réunion. Ça, ce sont les faits. Il y a eu un envoi de message, la personne répond négativement. Et on verra ensuite ce que ça va engendrer comme pensée, hein, donc interprétation, et puis du coup, comment on pourra le dire. Mais donc, du coup, on est bien sur des faits. Toutes les petites pensées qui vont vous arriver dans votre cerveau, qui va être, bah, dis donc, super, il est vachement investi, ou ah, bah, de toute façon, lui, ça ne m'étonne pas parce qu'il n'a jamais le temps de rien, ou bah, de toute façon, j'ai l'impression qu'il va quitter depuis qu'il fait du télétravail, il est plus engagé, ou je savais bien que de toute façon, il ne m'aimait pas trop, on ne s'entend pas, on n'a jamais trop travaillé ensemble, il ne sait pas qui je suis, voilà, il n'a pas envie de travailler avec moi. Ou qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Alors, très souvent, nos interprétations sont plutôt sur du négatif, hein. Rare, c'est il peut pas parce qu'il je sais pas, il a une autre surprise à nous faire et il va faire, il en a pas besoin, il va pouvoir avancer tout seul. Enfin, bon, je sais pas quelle pourrait être l'interprétation, mais souvent elles sont négatives, nos interprétations. D'accord? Donc l'idée, c'est toutes ces petites phrases qui vous viennent à l'esprit, tous ces petits il doit, il devrait, c'est pas bien, c'est pas juste, il m'aime pas, je l'aime pas, enfin il m'énerve, ou voilà, tout ça, ça va être des petites phrases qui vont être sur plutôt de l'interprétation et de l'émotion, hein. Donc, bien d'abord identifier les faits. Deuxième étape, je vais identifier dans mes faits, alors si, pardon, parce que à partir des faits, je vais identifier mes ressentis. Et du coup, aussi, ça va venir de mes interprétations, hein. Vous avez vu qu'on a, voilà, les faits, interprétation, ressenti. Donc, je vais identifier mes ressentis. Qu'est-ce que ça me fait, en fait, le fait qu'ils répondent ça? Alors, est-ce que ça me stresse parce que je me dis que je ne vais pas être à la hauteur, ou ça me stresse parce que je me dis qu'on ne va jamais arriver à faire le projet en temps et en heure? Est-ce que ça… Alors, je me stresse ou ça m'inquiète, j'ai des craintes, j'ai des appréhensions, hein, vous trouvez les termes qui vous vont bien. Est-ce que, du coup, ça me blesse? Hein, est-ce que c'est plutôt sur moi que je le prends pour moi? Est-ce que ça me… Pardon. Alors, est-ce que ça m'agace, ça m'énerve, ça ne se fait pas, ça m'irrite? D'accord? Voilà, donc quel est le ressenti qui me vient? Je reviens après, on regardera comment pouvoir exprimer les choses pour que ça soit bien entendu, d'accord? Dans nos ressentis, en France, on n'est pas très fort pour dire les choses, pour les dire, ou pour les dire de façon dépassionnée, d'accord? Donc après, il faudra que vous trouviez vos termes pour pouvoir dire les choses. Mais en tout cas, déjà dans un premier temps, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que ça vient toucher chez moi qui fait que j'ai ce ressenti-là? Non, voilà, je pense que… Excusez-moi, je regarde si j'ai à peu près… Alors, troisième étape, je vais du coup, parce que… Alors, pardon, parce qu'il y a des petites questions. Alors, la difficulté de ne pas exprimer son opinion en tant que manager, on attend qu'on prenne des décisions. Alors, si je reviens là-dessus, oui, effectivement, on attend de prendre des décisions, mais on peut… Là, je ne vous parle pas d'avoir une opinion sur un… Comment dirais-je? Là, je parle des opinions qu'on a sur l'autre.
D'accord? Je ne parle pas d'une opinion que vous allez avoir sur un projet. Vous avez un collaborateur qui vient vous montrer son PowerPoint. Vous avez une opinion sur le PowerPoint. Vous avez le droit de donner votre opinion, évidemment. Là, je parle plutôt quand je parle de dissocier fait, ressenti, opinion, c'est tout ce qui va concerner la relation. D'accord? Donc, mon opinion par rapport à ce que… c'est-à-dire que je ne vais pas dire… ça, si on prend le cas de… Vous avez un collaborateur qui vient vous faire sa présentation, PowerPoint, vous n'aimez pas, vous trouvez que ce n'est pas beau, que ce n'est pas clair, c'est pas… Voilà. Vous pouvez lui dire, voilà, je trouve que ce n'est pas clair, vous allez pouvoir lui dire. En revanche, vous n'allez pas lui dire, ce que tu as fait, c'est nul. Ça, c'est une opinion qu'on ne va pas exprimer. D'accord? On ne va pas lui dire, franchement, ça ne se fait pas, en fait, de faire un truc comme ça. Ça, c'est des opinions qu'on va garder pour soi. En revanche, le fait d'avoir dissocié fait, ressenti et opinion, ça va me permettre… Donc, l'effet, c'est que le PowerPoint n'est pas beau, même si c'est un jugement, et pas bien clair, et pas… Enfin, voilà. Le ressenti, c'est qu'il se fout de notre tête. Non, ça, c'est mon opinion. Et mon ressenti, c'est qu'on ne va jamais y arriver, et ce n'est pas ajusté, et on ne peut pas le présenter comme ça. Donc, mon ressenti, c'est du stress par rapport à la présentation. Et donc, du coup, de quoi j'ai besoin? Et c'est là où on arrive donc à notre troisième étape. De quoi j'ai besoin? J'ai besoin que le PowerPoint soit clair pour qu'il soit bien visible et compréhensible plutôt par les autres, que ça soit fait en temps et en heure, et aller chercher le vrai besoin. Ce que j'appelle le vrai besoin, et en général, on retombe toujours sur les mêmes choses. Le besoin qu'on a, c'est que l'autre nous trouve bon professionnel, donc j'ai besoin d'être bien avec ce que je fais parce que c'est en cohérence avec ce que je suis. J'ai besoin… alors après, ça peut être effectivement de l'esthétique. On a besoin sur ce PowerPoint que ça soit très esthétique. Maintenant, ça va falloir définir ce que ça veut dire. Du coup, je reviens juste sur la question de Christophe. Donc, attention, effectivement, mon opinion, ce n'est pas une opinion sur les sujets que l'on traite de façon professionnelle. C'est vraiment par rapport à ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, et l'autre. Autre question, est-ce que je suggère d'exprimer les ressentis? Alors, je pense que ça, vous allez le sentir. Vous verrez, il y a des milieux où on peut les dire et des endroits où on ne peut pas les dire. Il y a des ressentis qu'on peut dire et d'autres qu'on ne peut pas dire. D'accord? Il y a des endroits où on peut dire ça m'agace. Franchement, voilà, ce type de comportement, ça m'énerve. Ça, on peut éventuellement le dire. En revanche, il y a des endroits où on ne peut pas exprimer tout ce qui va être peur et tristesse. Surtout peur. Ça m'inquiète. Il y en a pour qui ça peut être plus difficile de dire ça. Ça me blesse sur cette notion de tristesse. Il y a des endroits, où, professionnellement parlant, où ça va être plus difficile. On n'a pas appris. Alors, ça vient de plus en plus, parce que ça y est, à l'école, on commence à pouvoir le faire exprimer, en tout cas en maternelle. Donc, il y a des choses qui viennent, mais c'est vrai que on peut… à vous de sentir ce qui peut être exprimé ou pas. En revanche, le fait d'identifier votre ressenti va vous aider à identifier vos besoins. Et les besoins, on va pouvoir les dire. C'est plus facile. Dans notre mentalité française, on a plus de facilité. Mais si vous le sentez, moi, je vous invite à aller dire, sinon les ressentis. C'est que du bon. Moi, quand tu me réponds de façon négative à cette réunion, ça m'inquiète sur la faisabilité du projet et ton implication dans le projet, ou ça me pose des questions. Après, vous pouvez trouver la manière de le dire. Pour moi, c'est OK. Donc, troisième étape, ça va me permettre d'identifier mes besoins. Dans mes besoins, bien garder à l'esprit que mes besoins, ils ont 3 caractéristiques. 1, ils sont universels.
On les a tous, qu'on soit PDG de Google ou balayeur au Trocadéro. D'accord? On a les mêmes besoins dans la vie. En revanche, les moyens vont pas être éventuellement ne vont pas être les mêmes pour nourrir nos besoins. D'accord? Et puis nos priorités ne vont pas être obligatoirement les mêmes dans nos besoins. Mais on a tous les mêmes besoins. Ils sont, deuxième caractéristique, ils sont au service du positif, de la vie. C'est-à-dire que évidemment, je n'ai pas besoin que l'autre meure. Ce n'est pas ça mon besoin. Ça, ce n'est pas un besoin. C'est peut-être une envie, enfin, meure ou soit licencié, ou je vais un peu loin, mais c'est voilà, de quoi j'ai besoin, et c'est par rapport à moi. D'accord? Donc, mon besoin, il est positif. Je n'ai pas besoin d'être mauvaise. Je n'ai pas besoin d'être… ça, ce n'est pas des besoins. Ça va être éventuellement des moyens pour répondre peut-être à d'autres besoins. Mais en tout cas, si votre besoin, il est négatif, il n'est pas au service de la vie, c'est que ce n'est pas un bon besoin. On n'est pas sur la bonne identification du besoin. Ce n'est pas très facile parce qu'on ne sait pas bien faire en France. Hein. Donc, ça demande un peu d'entraînement, on va dire. Ce qu'ils disent en CNV, c'est que c'est comme d'apprendre une langue. Il faut s'entraîner, il faut apprendre et ça prend du temps. Et on est un peu sur la même chose. Et troisième caractéristique, et après je viens sur la question d'après, dans mes besoins, troisième caractéristique, c'est qu'elle ne dépend pas d'une personne ou d'une chose. Si j'ai besoin de reconnaissance, c'est OK. Si je considère que j'ai besoin de reconnaissance de mon chef, et seulement de lui, là, je suis sur un moyen. C'est-à-dire qu'un des moyens pour nourrir mon besoin de reconnaissance, c'est que ça passe par mon chef. D'accord? Donc, la reconnaissance fait partie des besoins, on va dire, assez primaires dans le monde du travail et au-delà aussi. Hein, mais donc, je peux avoir besoin de reconnaissance, mais à chaque fois que je vais l'exprimer en nommant « j'ai besoin de reconnaissance de mon chef », là, c'est que je ne suis plus tout à fait sur le besoin profond. Non, j'ai besoin de reconnaissance et il s'avère que j'aimerais en avoir de mon chef parce que ça serait un des moyens de nourrir ce besoin-là. C'est juste qu'à partir du moment où je le restreins pas à une personne ou à une chose, ça m'ouvre plein de champs des possibles, d'autant que je n'ai pas de pouvoir sur l'autre, comme on l'a dit. Donc, de toute façon, je ne pourrais pas obliger mon chef à me donner des signes de reconnaissance. Peut-être d'ailleurs qu'il m'en donne, mais pas de la manière dont je les entends. Donc, moi, je les entends pas. D'accord? Et donc, du coup, ça me donne beaucoup plus de pouvoir pour aller chercher et répondre à mes besoins. Comment je pourrais aller chercher mes besoins, enfin, aller chercher des moyens de nourrir mes besoins? Donc, si je reprends l'exemple de j'ai besoin qu'est-ce que je pourrais dire, que mon collègue démissionne et s'en aille, enfin, soit licencié, enfin bref, parte, je ne peux plus le voir. Non, je n'ai pas besoin de ça. En soi, j'ai besoin peut-être de tranquillité ou j'ai besoin de respect et ça passerait par cette personne-là parce qu'il s'avère que je trouve que dans son comportement, ce n'est pas respectueux, c'est pas… Voilà. Alors, la notion de besoin, elle peut être un peu complexe, donc n'hésitez pas à peut-être me poser des questions. Je vais juste reprendre la question. Il y a besoin en relation avec la pyramide de Maslow. Alors, en fait, Maslow, c'est une manière d'aborder les grands besoins dans notre vie. Donc, on va les retrouver, d'accord? Et ce qui est intéressant, juste en management, moi, ce que je trouve intéressant en regardant par le prisme de la pyramide de Maslow, c'est que si j'ai ce que dit Maslow, hein, c'est si je n'ai pas satisfait mon besoin premier, je ne peux pas passer à celui d'après et ainsi de suite. D'accord? Donc, si dans mes collaborateurs, j'ai un collaborateur qui est en insécurité ou se sent en insécurité, c'est-à-dire que son besoin de sécurité n'est pas satisfait, d'accord? J'ai beau, moi, agir sur les autres besoins
par exemple, d'appartenance, de l'aider à appartenir au groupe, à l'équipe, à faire en sorte de l'intégrer, voilà. Il y a de fortes chances pour que j'ai beau nourrir ce besoin-là, ça soit pas très productif en termes de résultats parce que son besoin d'en dessous de sécurité n'est pas satisfait. D'accord? Donc, c'est pareil pour vous, c'est-à-dire que si dans mon travail, je me sens aujourd'hui et j'ai un vrai besoin de sécurité, j'ai certainement besoin aussi de reconnaissance, de relation, d'estime de soi, voilà. Mais tant que ce besoin-là de sécurité ne va pas être bien comblé, le risque, c'est que les autres moyens, je ne les vois pas. Hein, j'ai la sensation que tout ce qui va être fait par mon responsable, par exemple, ou par l'équipe, en reconnaissance, ben, je le capte pas bien. Ça ne me nourrit pas comme ça devrait me nourrir. Ça ne répond pas à mon besoin suffisamment parce que mon besoin inférieur n'est pas nourri. En gros, c'est comme ça que je regarderai la pyramide de Maslow en termes de besoins. Mais évidemment, c'est une manière d'aborder les besoins humains. Donc, on va les retrouver dans la relation. Alors, pardon. Juste avant, je reprends mon exemple de la personne qui dit non à la réunion, là. Donc, mon besoin, si je me pose vraiment, moi, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin que le projet avance. Je n'ai pas besoin qu'il adhère au projet. Ça, c'est une envie, parce que j'ai l'impression que ça me permettrait d'aller plus vite. Mais moi, j'ai besoin que le projet avance. J'ai besoin que les gens qui y travaillent soient peut-être engagés pour que ça avance, d'accord? Ça passerait par de l'engagement des uns et des autres. Et il s'avère que peut-être cette personne-là est au niveau connaissance un maillon important, mais dans l'absolu, ça pourrait peut-être être quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, mon besoin, il n'est pas qu'il adhère et qu'il soit à fond. Mon besoin, il est que le projet puisse voir le jour en temps et en heure. Et peut-être que mon besoin, il est que je trouve bien ma place. Hein, voilà. Donc, évidemment, on n'a jamais qu'un besoin. On en a plusieurs, donc n'hésitez pas à les creuser par rapport à vos besoins. Et donc, du coup, en fonction de ça, je vais pouvoir, quatrième étape, faire une demande. C'est-à-dire que je vais pouvoir dire, alors je vais peut-être passer à ça, pardon. Voilà, je passe à celle-ci pour faire la demande qui résume nos 4 étapes et je reviendrai sur les slides avant. En fait, je vais, par rapport à mon besoin, formuler une demande à l'autre pour aller chercher alors aussi des faits et des interprétations, parce que peut-être que mon observation n'est pas ajustée, peut-être que ça va me rassurer, mais je vais aller échanger avec l'autre pour justement voir comment on pourrait nourrir mon besoin. Dans mon cas, on observe, il ne répond pas pour pouvoir venir, il botte en touche pour aller à la réunion. Mon ressenti, c'est que je suis inquiète, j'appréhende, je me dis qu'on ne va jamais y arriver, je suis agacée parce que je trouve que ça ne se fait pas. Voilà. Mon besoin, c'est que tout soit présent en même temps parce que mon besoin, c'est que le projet avance en temps et en heure comme il faut. Et donc, je vais pouvoir formuler ma demande à l'autre en lui disant, ben voilà, lors de l'invitation, tu as répondu non à la réunion. À voir là si je nomme ou pas mon ressenti, ou alors les petites phrases, ce que je vais appeler moi les petites phrases qui vous viennent à l'esprit, qui est parfois plus facile, c'est-à-dire de pouvoir dire à l'autre, du coup, moi, ça m'interroge sur ton envie de participer au projet, ton implication, le temps que tu vas en dédier dans ce projet. Ça m'interroge sur la manière dont ça va pouvoir être mené. Voilà, donc là, vous pouvez dire, sans être sur un ressenti qui est très lié avec votre ressenti, mais du coup, on n'emploie pas des termes de ressenti. Et de pouvoir dire, le besoin qu'on a par rapport à ce projet-là, c'est qu'il soit fait en temps et en heure, et de façon, de façon professionnelle, ou le besoin par rapport à ce projet-là, c'est qu'il soit bien mené. Or, pour ça, on a besoin de tes connaissances et on a besoin de ton implication. Ou j'ai besoin. D'accord ? Donc, moi, ce que je te demande, c'est si tu ne peux pas venir à une réunion, que tu puisses reproposer quelque chose, par exemple. Ou alors, ce que je te demande, c'est
qu'on échange ou qu'on voit ensemble comment tu peux t'investir dans cette réunion, dans ce projet, pardon, comment on peut travailler ensemble pour que soit respectée la qualité et le timing de ce projet. Et puis là, vous allez avoir des suggestions de solutions. Alors déjà, l'autre, il va se rendre compte peut-être qu'il n'avait pas très envie, qu'il n'était pas très engagé et que votre ressenti était juste. Deux solutions, soit si le ressenti est juste, soit la personne, elle va confirmer. Et après, c'est de se dire, OK, comment on fait avec ça? Mais au moins, c'est clair. Soit la personne, elle va pas même si c'est effectivement le cas, elle va pas vous le confirmer parce que c'est pas toujours très facile de dire oui, tu as bien raison, j'ai pas du tout envie de me mettre dans ce projet-là, ça me gonfle. C'est pas très évident à dire. Donc, du coup, peut-être qu'en revanche, ça va quand même la faire réfléchir et ça va la faire bouger. Et donc, du coup, ça va la faire s'engager. En tout cas, ça lui fait prendre ses responsabilités. Et puis, du coup, derrière, vous allez pouvoir trouver des solutions qui ne sont peut-être pas les solutions que vous auriez aimées au départ, mais vous allez peut-être trouver des… Donc, je ne sais pas, ça peut être de changer la date du rendez-vous, ça peut être de voir comment il peut s'impliquer, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre à intégrer dans le projet, ça peut être, voilà, il peut y avoir peut-être de le sortir du projet, de prendre quelqu'un d'autre, peut-être que, voilà, il peut y avoir plein de solutions. Et en tout cas, en échangeant et en expliquant le besoin, l'autre va aussi vous dire… va venir compléter sur des faits et des interprétations que vous avez pu avoir qui n'étaient peut-être pas ajustées. Donc, je reviens juste sur cette 4e étape dans la demande. Ce qui est important, c'est que notre demande, elle doit s'adresser à quelqu'un de précis. À chaque fois que je demande des choses de façon générale, je ne suis pas dans une bonne communication parce que ça dilue la responsabilité. Et du coup, il y a de fortes chances pour que ça ne soit pas catché par l'autre. Ça concerne l'instant présent. Alors, l'instant présent, c'est-à-dire que ce n'est pas dans 50 ans, c'est pas… enfin, voilà, c'est concret, d'accord? Elle est concrète, elle est cadrée. Hein, on comprend ce que ça veut dire. Elle est exprimée en langage positif et elle est réaliste. Je voudrais vous montrer, alors je vais revenir sur mon petit bonhomme. Donc l'idée, c'est vraiment je voudrais vous montrer un autre outil de la communication non violente pour pouvoir faire ce qu'on appelle une critique constructive. Donc là, c'est pour pouvoir demander les choses, échanger. À chaque fois que je vais échanger avec l'autre, alors que je sens que c'est un peu tendu, si vous pouvez, je vous invite vraiment à faire ça, quoi. Les faits, mon ressenti, le besoin, et du coup, qu'est-ce que je vais lui dire, quoi. D'accord ? Voilà. Donc l'autre outil qui s'appelle le desk, qui est comment je fais une critique constructive à l'autre. Je reprends l'exemple de ce collègue qui, dans l'équipe, qui ne dit pas bonjour le matin. D'accord, rarement, pas toujours. Voilà. Description des faits. Souvent, il n'y a pas de salutation, de bonjour, enfin voilà, le matin en arrivant au bureau. L'idée, quand vous allez le dire, ça va être éventuellement de repartir d'un exemple précis, comme par exemple ce matin. D'accord ? Normalement, les faits sont indéniables. Si par hasard, les faits sont des faits qui vous ont été rapportés, vous le dites. A priori, voilà ce qui s'est passé. Et l'idée, ce n'est pas de se battre sur les faits. Ce n'est pas j'ai raison, j'ai les meilleurs faits et il ne les a pas. Non, c'est de dire, OK, les faits sont ça. Ah, toi, tu apportes de l'information comme quoi ce n'est pas tout à fait juste. OK. En fait, peut-être que la personne, elle a dit quand même bonjour ce matin, mais je ne l'ai pas vu. Donc, ça vient compléter les faits. Je vais ensuite exprimer mes sentiments, mes ressentis et ou clarifier mes besoins. Enfin, et les évoquer plutôt. Donc là, j'ai regroupé les deux dans le desk. On n'a pas cette notion de besoin. Moi, je trouve qu'elle est souvent plus pertinente à dire que de donner les ressentis. Ça reste mon avis. Et je ne suis pas la seule. Hein. Là,
Voilà. Donc, deuxième étape, c'est fait, ne dis pas bonjour. Qu'est-ce que ça me fait, en fait? D'accord? Mon ressenti, ça peut être aussi un ressenti des autres, de l'équipe. Si je suis manager et que je prononce j'énonce les choses au nom des autres. Donc, l'impression que ça donne aux autres, c'est le ressenti que les autres ont, c'est qu'ils ne font pas partie de la même équipe que toi. Maintenant, vous pouvez tout à fait, dans cette partie-là, dire ce qui vous vient à l'esprit, les petites pensées, les interprétations. Mais ce qu'il faut, c'est ne pas être accusateur. C'est-à-dire que ce que tu fais est irrespectueux, non. En revanche, l'impression que ça donne pour l'équipe, c'est un manque de respect. Eux, ils le ressentent comme un manque de respect. D'accord? Et là, du coup, l'autre va l'entendre. Si je dis à l'autre, quand tu fais ça, c'est un manque de respect, là, je suis sur une opinion. On va partir en combat. En revanche, de dire, quand tu dis pas bonjour le matin comme ce matin, l'impression que ça donne pour les autres, le ressenti que les autres ont, c'est un manque de respect, ça s'entend. Ah ben non, pas du tout. Ou peut-être que oui, mais je vais l'entendre. D'accord? Et ensuite, je vais donc clarifier mon besoin, éventuellement l'évoquer. Le besoin que j'ai ou qui serait bien pour l'équipe, c'est qu'en fait, il y ait de la communication, c'est qu'il y ait de l'échange, c'est qu'il y ait du lien, c'est qu'il y ait de la relation, c'est qu'il y ait de l'accueil, c'est qu'il y ait de l'ouverture. Et donc, du coup, c'est de pouvoir… alors, je m'entends. Oui, il y a un écho, ouais. Il y a un écho. S'il y a quelqu'un qui peut fermer son micro. Voilà, en tout cas, de pouvoir exprimer le besoin et évidemment, comme il est positif, il est entendable. Alors, ça ne va pas tout changer, hein. Il y aura toujours un petit pourcentage qui ne bougera pas. Mais ça fait quand même beaucoup plus changer les choses. Et enfin, de pouvoir dire, du coup, ce que je te demande, parce que ça me semble important, parce que voilà, c'est peut-être de trouver un moyen pour rentrer en lien avec les uns et les autres le matin, pour dire que tu es arrivé, qu'est-ce que tu proposes? Soit vous proposez quelque chose, et vous en proposez plusieurs, soit vous suggérez à l'autre de proposer. Donc là, ça, c'est pour faire ce qu'on appelle donc une critique constructive. Voilà, je vais… je regarde juste, j'avais 2-3 autres petites choses que je voulais vous dire juste avant, parce que je vois que l'heure avance. Juste avant d'aller sur la fin, le premier slide, observation des faits, expression du ressenti, expression du besoin, expression de la demande. Ça, c'est ce qu'on appelle l'OSBD, d'accord, qui est un des outils de la CNV. Quand vous avez quelque chose à dire, vraiment, je vous invite vraiment à vous entraîner là-dessus et à pouvoir le faire. Et le desk, à chaque fois que vous avez une critique à faire à l'autre, de le réfléchir comme ça et vous verrez que ça passe beaucoup mieux. Et vous pouvez vous entraîner sur des toutes petites choses. Vous entendez bien. Alors d'ailleurs, entraînez-vous avec des collègues avec qui ça passe bien, c'est facile. Parce qu'il y aura moins d'émotions négatives et de passer et de pouvoir dire tiens, quand tu rentres dans le bureau et que je suis au téléphone, ça, ce sont les faits. Moi, alors, est-ce que je vais dire ça m'agace, ça me dérange. En fait, c'est pas agréable pour moi parce que le besoin que j'ai, c'est d'être concentré sur mon téléphone et indirectement, ça me dérange. Est-ce que tu pourrais frapper ou quand tu vois que je suis au téléphone, ne pas rentrer? Alors là, je vous donne une toute petite chose, mais entraînez-vous sur des toutes petites choses. Alors non, c'est pas ça que je voulais vous montrer, c'est celui-ci. Voilà. Dernière petite chose. Faites attention dans votre communication à bien parler des actes et non des personnes. Évidemment, dès que je fais une critique constructive ou que je fais une demande un peu touchy, je le fais en privé plus qu'en public. Je le fais en face à face plus qu'à l'écrit. Ça, c'est sûr. Ça, c'est… voilà, pour moi, c'est une évidence, mais je sais que ce n'est pas toujours facile. Entrez dans le sujet. Allez-y. Tournez pas autour du pot.
Passez pas 3 heures à dire excuse-moi, j'ai besoin, il faut que je te dise un truc. J'y vais, je dis les choses clairement. Je les dis agréablement, mais je les dis clairement. Je m'excuse pas 50 fois. Et évidemment, je vais éviter les comparaisons avec les autres, les jamais ou toujours. Donc, vous utilisez des souvent et par exemple, hop, je vais proposer des solutions sur ce qui peut être changé. Et je vais éviter de juger, de menacer, de ridiculiser. Et on a beaucoup de formules qui, en fait, sont assez jugeantes. As-tu pensé à ça pour le dossier? Ça veut dire que si tu n'y as pas pensé, ce n'est pas terrible. Donc, il y a plein de fois où ce n'est pas illogique de le faire comme ça. Mais attention, voilà, sachez que dans nos formulations, on est très, très vite sur une manière de juger. Et du coup, dernière chose, dans votre communication, apprenez à faire des compliments. Si on reprend l'OSBD, c'est très bien, enfin, ou le DESC, observation, le ressenti, alors vous allez peut-être plus ou moins le dire, mais c'était, voilà, en tout cas, vous partez de ça. Le besoin qui, du coup, est nourri et, du coup, le compliment. Et là, il a une super force. Accepter et oser entendre les compliments et les prendre réellement. Faites des demandes. Osez dire non quand ce n'est pas ajusté. Osez protester si ce n'est pas ajusté. Et osez porter des critiques. Dites ce que plus vous serez aligné avec ce que vous pensez, plus ça aura du poids en fait. Et puis voilà, sur cette fin d'atelier, peut-être les derniers... Enfin, voilà, les petites lectures, quelques petites lectures. Il y en a d'autres. Il y a aussi Françoise Keller, je ne l'ai pas noté, qui a écrit pas mal de choses en CNV sur le travail. Donc, c'est intéressant. Voilà. Alors, je vois qu'il est 14 heures. Je m'excuse parce que je voulais laisser un petit temps un peu plus important aux questions et je n'ai pas eu le temps. Donc, moi, je suis encore disponible pour ceux qui ont des questions ou qui voudraient un exemple, enfin, qui ont des exemples qu'ils pourraient partager. Ce n'est pas obligatoirement une question, ça peut être un partage d'expérience. Est-ce qu'il y en a qui... Hop. Donc, avant de se quitter, voilà, j'espère que ça vous a apporté des éléments pour avancer. C'est assez dense. J'ai essayé de résumer et de vous donner un maximum d'informations. Alors, évidemment, ça reste une petite touche. Si ça vous intéresse et que vous avez envie de l'approfondir, n'hésitez pas à aller lire, à aller chercher de l'information dans les lectures, dans les vidéos. Il y a beaucoup de choses aussi sur Internet. Voilà, il y a des formations. Thomas Danzambourg, il fait aussi des formations en ligne. Donc, voilà, il y a plein de choses très chouettes qui se font. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à approfondir. J'aurais une question, s'il te plaît. On utilise souvent, quand je dis on, c'est avec Hélène, parce qu'on travaille ensemble, auprès de nos collègues. As-tu pensé à faire ceci, envoyer cela? Comment on peut le formuler autrement? Alors, en fait, ça va dépendre de ton objectif. Si l'objectif, c'est juste un rappel, c'est OK, d'accord? Oui. Si, dans ma manière de le dire, parce que dans cette manière de le dire, obligatoirement, ça veut dire que ce n'est pas top de ne pas y avoir pensé. Ça peut être interprété de la sorte. Ça peut être interprété de la sorte. C'est pas, ça peut, parce qu'en général, enfin... Ce que je veux dire, c'est que si je dis à l'autre, as-tu pensé à faire ça?
et que l'autre me dit non, ce qui vient derrière, c'est du coup, il faut le faire. A priori. Alors, c'est jamais du 100%, mais donc, quelque part, c'est un peu jugeant. D'accord. Maintenant, si on est sur, voilà, je suis comment dirais-je, en backup pour justement penser à toutes les choses, c'est OK. Hein. Mais si, dans ma manière de le dire, ça peut vite être agressif et désagréable, si derrière, c'est un peu, est-ce que tu as pensé à ça? Parce que si tu n'y as pas pensé, c'est vraiment nul, quoi. Et dans ces cas-là, comment le formuler? Parce que je ne suis pas inspirée, en fait. Parce qu'on se dit que… Encore une fois, ça va dépendre de mon objectif. Si mon objectif, c'est qu'il y pense, bon, Oui. voilà, je vais y aller, mais je vais faire attention dans la manière. Tiens, est-ce que tu as pensé… Donc, dans ma formulation, je vais essayer d'avoir plus de rondeur au maximum. En revanche, si dans quel cas je suis en train de travailler avec un collègue et on est en création d'idées, d'accord? De lui dire, plutôt au lieu de lui dire, as-tu pensé à ça, c'est à quoi tu as pensé, qu'est-ce que tu as déjà prévu, qu'est-ce que tu as déjà fait, et ça va être moins jugeant. D'accord, ok. Et si je suis sur un contrôle, voilà, mon objectif, il est de contrôler, d'identifier si toutes les étapes ont été faites, par exemple, si on a pensé à tout. Voilà, mais l'objectif, il est bien du contrôle. Donc, obligatoirement, enfin, voilà, je suis dans cette relation-là. Si en revanche, je suis avec un père ou même un collaborateur et qu'on est en co-construction, vraiment pour que ça soit à parité, ce genre de questions peut être un peu jugeante. Est-ce qu'il y a d'autres… Oui, alors moi, je voulais vous remercier parce qu'on voit bien qu'au travers de ça, ça demande beaucoup d'introspection, en fait. Hein. C'est pas mal de questions à se poser. Ça invite peut-être aussi à se recentrer pour être dans une qualité de relation meilleure avec les autres, en fait. Hein. Ouais. Et ce qui est vrai, alors d'abord, des choses, enfin, je ne sais pas si c'est bien de dire ça, mais je ne suis pas la meilleure non plus et on fait tous plein d'erreurs et voilà. Et ça m'est beaucoup plus facile d'avoir un regard sur la communication des autres que sur la mienne. Hein. Donc, beaucoup d'humilité là-dessus. Voilà, on est tous en apprentissage et on est tous débutants, comme je disais au départ. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que plus je vais prendre conscience, alors d'abord de l'impact que ma communication a dans la relation, plus je vais pouvoir travailler là-dessus et plus je vais avoir conscience que si je préserve la relation en termes de résultats, ça a un vrai impact, plus ça va me donner envie de travailler dessus et je ne peux travailler que sur moi-même. Je ne peux pas travailler sur l'autre. Tout à fait. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, le résultat après. Ce qui rejoint ce que dit effectivement Thomas Dansembourg, le lien d'abord et le résultat après. Oui, mais c'est pas facile. Hein. J'entendais une émission là, il n'y a pas très longtemps, un Américain qui expliquait qu'en fait, on a développé énormément d'outils pour les entreprises qui mesurent la rentabilité. À aucun moment, on a donc, et quand on recrute quelqu'un qui va être bon. On ne se dit pas, je recrute d'abord quelqu'un qui est bien. Même si on va quand même, ça ne veut pas dire qu'on n'y va pas, mais on va d'abord quand même avoir ce regard de je cherche quelqu'un qui est bon, qui est compétent, qui va être rentable, qui va être… et on mesure dans toutes nos mesures d'entreprise, c'est d'abord cette notion de résultat qu'on va mesurer et on va avoir plus de mal à imaginer que le lien et la relation a un vrai impact sur le résultat. D'autant qu'il prend du temps, ce lien. Et comme il prend du temps, ça ne nous arrange pas parce qu'on n'en a pas. Merci. Merci à vous. Voilà, merci. Je crois qu'il y aura une petite enquête, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a une petite enquête qui est envoyée. Donc, n'hésitez pas à y répondre, à donner vos informations et à donner des sujets autres
pour Alix, ça lui permet elle d'avancer et de pouvoir vous proposer des choses qui sont en cohérence avec vos besoins. Merci Sophie de faire mon boulot. Effectivement, il y a un petit questionnaire qui vous est envoyé dans 1 heure à peu près. Donc, n'hésitez pas à répondre, ça nous permet quand même d'avoir des stats. C'est intéressant pour nous de savoir si ça vous a plu, est-ce qu'on peut améliorer. Et puis bien, vous pourrez aborder comme thème. Il ne faut pas hésiter à nous envoyer. Après, moi, je cherche les intervenants. Voilà. Alors, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un au tout début, Alix, qui a mis pour info, je suis à la recherche d'un prestataire. Ouais, branding, LinkedIn, c'était réseau. Christophe Rocker, je crois. Ouais. Stéphane. T'as ça, toi? Stéphane, je suis à la recherche d'un prestataire. Ça, après, ouais, c'est. Oui, il faudrait qu'il diffuse une offre d'emploi sur le réseau, quoi. Oui, mais même, là, c'est pas bon. Après, je ne sais pas si c'est juste un prestataire. Il y a quelqu'un qui intervient sur ces sujets-là. Peut-être lui donner les coordonnées. Ah oui. Bon, voilà, c'était. C'est vrai. Amélie, ouais, qui fait plein d'autres webinaires. Après, pour ceux qui sont là, je sais que Margot, elle s'est inscrite à tous mes webinaires. Merci Margot. Hélène, elle vient souvent à ceux qu'on organise. Donc, ça veut dire que Margot et Hélène, elles sont bien habituées à aller voir dans l'agenda. Donc, il ne faut pas hésiter à aller dans l'agenda ISK Alumni parce que j'ai tous les webinaires qui sont programmés jusqu'à la fin jusqu'au mois de juin. Donc, il ne faut pas hésiter à vous inscrire. Donc, comme toujours, là, en général, les webinaires sont gratuits pour les cotisants et on demande une participation pour les non-cotisants et les extérieurs. Voilà, normal, hein, pour nous aider à financer tout ça. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire et puis à nous donner des idées si vous avez des envies. Et puis, pour les Parisiens, il y a les ISK Awards le 15 juin. Donc, je ne sais pas si vous connaissez les ISK Awards, mais c'est la cérémonie où on remet des prix aux alumni de l'année. Super, c'est une super soirée. Cette année, c'est à la Maison de l'Amérique latine. Magnifique endroit en plein cœur de Paris. Donc, si vous voulez, il n'y a que de 300 places. Donc, si vous voulez vous inscrire, je vous conseille de le faire au plus vite parce qu'après, on ferme. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci à tous d'être venus. Et puis, écoutez, si vous n'avez plus de questions, on va clore le webinaire. Merci, Alix. Merci à tous. Merci, Alix. Merci, Sophie. Merci à tous. Merci, au revoir. À bientôt. Est-ce